Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ouais. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Déjà je vous souhaite une excellente année 2021. On commence 2021 avec une petite vidéo toute nouvelle je pense et que j'ai jamais fait avant sur ma chaîne, puisqu'il s'agit tout simplement d'une vidéo de choses que je vous recommande au niveau drama. Oui, je sais, beaucoup de personnes sont très contentes d'avoir enfin cette vidéo. Au niveau livre toujours, et bien sûr au niveau film, puisque voilà, j'ai décidé de parler un peu de choses que tout le monde regarde et qui sont à la portée de tout le monde, puisque je sais que pas beaucoup de gens lisent des livres. Mais bon voilà, je voulais quand même garder des livres à lire et qui ont été vraiment des découvertes pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de ces 5 dramas, 5 livres et 5 films qui ont marqué mon année 2020. Donc je voulais absolument revenir sur des choses quand même qui ont été très importantes pour moi en 2020, à savoir ces choses-là, lire, regarder des séries, des dramas surtout, et des films. Et voilà, je voulais vraiment vous les conseiller puisque si vous les avez ratés en 2020, il n'est pas trop tard et maintenant que nous sommes dans une toute nouvelle année, eh bien j'aimerais vraiment que vous lisiez et que vous regardiez surtout ces choses-là. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite avec les dramas puisque je sais que c'est ce que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Ok, il y a ma gourde à côté. Tout d'abord pour commencer, mon drama qui a été vraiment mon drama préféré de 2020, c'est Itaewon Class. Donc si jamais vous l'avez pas encore regardé, eh bien je vous y invite vraiment parce que c'est vraiment un drama génial qui parle à tout le monde. Et puis en plus on l'a regardé ensemble avec Ant qui est mon copain qui ne regardait jamais de drama jusqu'à présent. On a regardé ce drama ensemble et il a adoré, on était à fond dedans, c'était pendant le début du confinement il me semble. Alors Itaewon Class, ça parle en fait d'un jeune homme qui veut prendre une revanche sur la vie en général et qui veut vraiment ouvrir son propre restaurant à Itaewon dans un quartier à Séoul. Du coup il va essayer de créer son propre restaurant, engager des personnes dignes de confiance et gravir un petit peu les échelons de cette catégorie disons, puisque c'est effectivement un domaine où il y a vraiment beaucoup de concurrence. Du coup bah c'est vraiment super bien puisqu'on voit l'évolution en fait de cette chaîne de restaurants. Et voilà, j'en dis pas plus, mais franchement c'est un drama trop bien avec un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré coréen, Park Seo-joon. En plus, si jamais vous vous dites ah mais c'est un drama à l'eau de rose etc, pas du tout. Celui-là, l'amour est vraiment mis en second plan. Ce qui est intéressant c'est vraiment l'action et je trouve qu'il est vraiment super touchant et super inspirant et super émouvant et tout ce que vous voulez. Donc franchement, allez-y pour voir Itaewon Class. Ensuite, presque ex aequo avec Itaewon Class, effectivement mon deuxième drama de 2020 ça a été Crash Landing on You. Donc effectivement là cette fois-ci, si vous regardez les dramas pour les histoires d'amour, bon vous allez être servi. Effectivement j'ai vraiment adoré ce drama. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme sud-coréenne qui va se crasher littéralement avec son parachute etc sur la frontière, donc la frontière dématérialisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama en fait, c'est que elle va rencontrer un Nord-coréen et on va suivre ses aventures en Corée du Nord lorsqu'elle est clandestine chez un Nord-coréen. Du coup c'est vraiment une histoire très originale que j'ai jamais vue avant dans un drama. Je trouve qu'ils ont vraiment trop bien présenté la Corée du Nord et en tout cas c'est pas forcément vrai mais ça avait l'air réaliste et ça nous présentait un petit peu comment ça se passait là-bas, les rapports entre les personnes du Nord et du Sud en Corée. Ça parlait beaucoup d'histoire aussi, ça parlait beaucoup de politique, de sciences politiques, d'économie, enfin voilà, de la manière de vivre aussi des Nord-coréens, enfin celle qu'on imagine en tout cas. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour. Bien sûr elle était à tomber franchement, soyons clairs, mais au-delà de ça c'était aussi beaucoup une histoire humaine puisqu'on voyait tous les villageois qui habitent dans les villages nord-coréens et puis en contraste on voyait finalement les personnes riches ou aisées en Corée du Sud et on se rendait compte vraiment des conditions de vie dans les deux pays. Donc j'en dis pas plus mais je vous laisse regarder Crash Landing on You et je vous le conseille à 100% si vous êtes passé à côté. Ensuite, troisième drama que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé vers la fin de l'année 2020, c'était Hotel del Luna. Alors ce drama je l'ai adoré vraiment. Déjà le casting aussi il était exceptionnel. Franchement j'ai adoré IU, donc c'est la chanteuse IU de K-pop aussi coréenne. Elle joue super bien. J'ai adoré l'acteur aussi, franchement il avait vraiment des très bonnes émotions. D'ailleurs tous les acteurs dans ces dramas sont des acteurs que j'adore. Franchement dans Crash Landing on You aussi. Voilà, c'est le gars de Memories of the Alhambra, donc bon bref j'adore. Ici de la même manière on a vraiment un acteur super touchant. Et donc l'histoire d'Hotel del Luna qui est une histoire vraiment fantastique et disons surnaturelle que je pensais pas forcément aimer mais en fait j'ai adoré. C'est l'histoire d'une femme en fait qui garde un hôtel et en fait c'est un hôtel pour les personnes mortes, donc tu le sais dès le début je vous spoil pas. Donc en fait ça fait plus de il me semble 1000 ans qu'elle exerce ce métier d'être directrice d'hôtel pour les morts. Du coup voilà c'est assez loufoque et assez bizarre mais en même temps
temps je trouve que c'est pas non plus réaliste, mais disons que c'est vraisemblable, vous voyez. Donc franchement j'ai adoré parce que ça parle un petit peu du rapport entre la vie et la mort, le bien et le mal, puisqu'en fait cette femme a été punie pour garder cet hôtel mortuaire et mortel. C'est assez important de voir que finalement on peut changer même si on est mauvais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça donne beaucoup de petites morales comme ça. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que vraiment c'est très émouvant, c'est-à-dire que tous les dramas, tous les épisodes pardon, t'as envie de pleurer quoi, hein. De toute façon comme les autres dramas avant, hein, j'ai clairement eu envie de pleurer plein de fois à chaque fois. Non pas parce que je suis hyper sensible, et encore que, mais c'est juste qu'ils transmettent vraiment des émotions universelles et c'est ça que j'adore dans ces dramas là. Donc Hotel del Luna, si vous aimez en plus le fantastique, le côté un peu horreur aussi, puisqu'il y a pas mal de gore dedans je trouve, vu que des fois c'est des zombies et tout, des personnes qui ont pas de visage ou des choses comme ça, et ben je vous la conseille à fond. Mon quatrième drama pardon que j'ai adoré, ça a été It's Okay Not to Be Okay. It's Okay Not to Be Okay, It's Okay to Not Be Okay. C'est un drama vraiment qui est génial, franchement, au niveau tant des acteurs vraiment que j'ai adoré, mais aussi au niveau de la production, etc. De toute façon, tous les dramas, leur production elle est ouf, hein, donc on va pas épiloguer là-dessus, mais vraiment, tant au niveau de tout ça, j'ai adoré. Et alors ça parle en fait de la santé mentale en plus, donc d'handicap et de maladies mentales, clairement. En gros, ça parle d'un homme qui est infirmier et à côté, son frère en fait, il est handicapé, on va dire, handicapé mental, il est un petit peu retardé mentalement, et donc il s'occupe beaucoup de son grand frère. Et en même temps, en parallèle, nous avons une jeune femme très forte et très courageuse, mais qui a aussi des petits soucis, disons, psychologiques suite à plein de traumas de son enfance. Elle évacue un peu ses traumas de l'enfance à travers des livres, donc en fait elle est autrice de livres pour enfants. On voit un petit peu la rencontre entre cette femme qui n'a rien à voir avec eux et ces deux personnes en fait, donc deux frères qui vivent avec cette maladie et qui à chaque fois essayent d'affronter les choses du quotidien. Donc cette rencontre va vraiment donner lieu à une amitié à trois assez étrange et surtout à une histoire d'amour entre l'infirmier et la jeune femme vraiment atypique et inattendue. Et je pense que de tous les dramas que j'ai vus, c'est vraiment, en tout cas ceux de 2020, c'est vraiment une histoire d'amour atypique, très forte et très... ouais voilà, très forte et très atypique. La musique est excellente, bon pour les autres aussi, hein, de toute façon je vous dis tout ça dans ma playlist Spotify, j'écoute que les OST de drama de ces dramas. La musique est excellente, les images sont superbes, je vous conseille vraiment It's Okay Not to Be Okay, et puis en plus ça aborde des thématiques sur la santé mentale, sur les handicaps et tout ça, de manière très réelle quoi, et tout simplement la santé mentale et notre état d'esprit dans la vie. Et enfin cette fois-ci, mon dernier drama préféré de 2020, c'est Record of Youth, donc les mémoires de la jeunesse un peu, et j'ai adoré vraiment ce drama. C'est vraiment un drama qui était frais, qui était joyeux et en même temps un drama assez réaliste je trouvais, enfin réaliste, moi je m'y connais pas mais on va dire que c'était plus réaliste que tout ce qu'il y avait avant en général, puisque bon ce qu'il y avait avant c'était un petit peu des fictions vraiment, mais là ça pouvait être inspiré de la vraie vie puisqu'il s'agit en fait de l'histoire d'une maquilleuse de acteurs ou de chanteurs etc en Corée à Séoul, et cette maquilleuse en fait rencontre un de ses idoles, enfin une de ses idoles qui est donc un mannequin, et donc cette rencontre entre les deux va être très amicale et très chill on va dire, mais en même temps ça va un petit peu montrer les dessous et l'arrière-plan de l'envers de la célébrité en Corée du Sud. Par exemple le monde des acteurs, le monde des mannequins, le monde des célébrités, voilà ce monde là qu'on ne voit pas vraiment, surtout disons les coulisses de ce monde là qu'on ne voit pas vraiment, à savoir être maquilleuse professionnelle et rencontrer toutes ces stars là en fait. C'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce drama, c'est que on entre un peu dans les coulisses de la vie difficile, du showbiz, de comment c'est pour réussir on va dire en Corée, et puis l'histoire en fait elle est très touchante parce que ça suit une famille un petit peu en difficulté financière. Clairement ils sont vraiment en galère en fait dans la famille du jeune mannequin, alors que c'est un mannequin qui veut absolument réussir, contrairement à son meilleur ami qui est mannequin et qui a tout ce qu'il veut, qui est né avec des privilèges et avec beaucoup d'argent dans sa famille. Donc on voit vraiment ça, cet aspect économique et social, et j'ai adoré aussi l'histoire d'amour, elle était trop mignonne franchement, c'était une histoire toute fraîche, toute mignonne entre une maquilleuse et un mannequin. Donc un peu atypique, un peu le genre de rêve que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis des mannequins ou vis-à-vis des chanteurs coréens. Voilà, je n'en dis pas plus. Du coup je vous le conseille vraiment. Puis en plus j'ai adoré la musique aussi. Bref, je m'égare. Il y a vraiment plein de dramas. Un jour je pense peut-être vous faire une vidéo dédiée aux dramas et aux séries. Il n'y a pas eu vraiment de séries par contre en 2020 qui m'ont trop marqué, puisque franchement j'ai été plus dans les dramas, hein, honnêtement, soyons clairs. Ensuite maintenant nous allons passer à la catégorie maintenant pour changer un peu des livres. Alors pour le faire au milieu et puis à la fin je ferai les films. Concernant les livres, j'ai 5 livres vraiment géniaux qui ont un peu changé disons ma vision des choses là ici en 2020. On va tout de suite commencer d'abord avec la littérature coréenne pour rester dans le même thème.
J'ai lu plein de livres de Hwang So-kyung, donc qui est l'auteur classique coréen numéro 1. Vraiment, je pense que c'est le plus connu depuis ces 50 dernières années peut-être. Et en fait, ce que j'ai adoré avec cette histoire que j'ai lue donc pendant le confinement, je pense pas vous en avoir parlé dans ma première vidéo lecture. Ce que j'ai adoré en fait dans cette histoire, c'est qu'on suit Gros Yeux qui a 14 ans et qui vit en fait dans une énorme benne à ordures. En fait, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il parle de choses aussi triviales et aussi tristes et aussi négatives et aussi banales aussi d'un côté, de manière super belle en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment parlé de tous les détails en fait de vivre dans une benne à ordures en fait, dans une déchetterie, mais de manière très intéressante, vivante, animée. Il a donné un petit peu une vie en fait finalement à ce qu'il y a dans les déchetteries. Donc c'est tout à fait ce qui est connoté avec le titre Toutes les choses de notre vie, puisqu'effectivement dans cette déchetterie, le petit garçon de 14 ans va être ami avec un autre garçon et ensemble ils vont essayer de surmonter cette vie difficile. Ils vont essayer de rencontrer d'autres mondes et de se lier à la vie plus normale entre guillemets à Séoul. Donc voilà, ça se passe dans une Corée du Sud qui est vraiment pas connue, celle des années disons 90 je pense, où vraiment d'un côté on avait la richesse qui commençait à arriver en Corée et le capitalisme et la société de consommation, et d'un autre côté toutes ces personnes délaissées, notamment ces classes sociales un peu inférieures qui sont par exemple là dans des ruches en fait, c'est limite des ruches en fait, c'est ça l'image qu'ils donnaient, des ruches où des personnes habitent dedans et c'est clairement comme des bidonvilles en fait. Et moi je connaissais pas du tout cette partie là de la Corée du Sud, donc c'était très intéressant, un livre assez court en plus, il fait que 200 pages donc vous voyez c'est un petit poche, on le retrouve un peu partout je pense dès qu'on cherche littérature coréenne. Donc moi je vous le conseille si vous voulez en apprendre plus sur la Corée, et puis pas que, hein, ça parle seulement de la vie dans le tiers-monde aussi, hein, puisque c'est la vie dans les bidonvilles, etc. Donc ça peut parler à beaucoup d'autres pays, pas que la Corée du Sud. Je pense que j'ai beaucoup pensé à Madagascar, j'ai beaucoup pensé à plein de pays d'Afrique, j'ai pensé au Brésil, j'ai pensé à plein d'endroits où il y a des bidonvilles, là, à l'Inde aussi notamment. Donc voilà, je vous le conseille à fond. Mon deuxième livre de 2020, ça a été Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Donc c'est le premier livre de Murakami que j'ai lu de toute ma vie et je l'ai lu pendant le confinement. Alors pour vous dire la vérité, il est énorme, il fait 630 pages à peu près, donc vous voyez bien la différence entre les deux, hein. Mais moi j'ai adoré, je l'ai lu peut-être en 10 jours maximum. J'ai fait que le lire du matin au soir pendant le confinement et c'était vraiment super bien. Alors c'est l'histoire de Kafka Tamura, c'est un petit adolescent qui va en fait fuguer de sa famille à Tokyo pour partir de l'autre côté de l'archipel non, pas à Nakata, pas du tout. Il va partir de l'autre côté de l'archipel dans une petite île cachée, et en même temps, on va avoir cette destinée à lui, et en même temps la destinée d'un autre monsieur qui s'appelle Nakata, qui est un vieil amnésique et qui a oublié d'où il venait et ce qui se passait. Et entre temps, leurs destins vont se croiser en quelque sorte, mais nous allons aussi plonger en fait dans un univers un peu parallèle, puisque en même temps, on va nous décrire des événements qui se sont passés il y a très longtemps, dans les années 80. Donc en fait, on va un peu voyager entre les lieux et entre les endroits. On va surtout suivre l'histoire de Kafka Tamura, donc qui va fuguer à l'âge de 15 ans il me semble, et qui va découvrir la campagne japonaise, hein. Donc là du coup ça se passe au Japon bien sûr, et ce que j'ai vraiment adoré en fait c'est l'écriture en fait. J'ai hâte de commencer mes autres livres de Haruki Murakami, mais l'écriture elle m'a vraiment transportée, j'étais à fond dedans, tous les jours je me demandais ce qui allait se passer dans la vie de Kafka, et en même temps tous les jours je me demandais aussi ce qui allait se passer pour ce pauvre jeune homme Nakata, et aussi il y avait beaucoup d'histoires sur les chats, donc je vais pas en dire plus, mais il y avait plein d'histoires à côté fantastiques, et en fait je sais pas trop comment vous dire, mais ça m'a donné vraiment une impression de film d'animation japonais à la Miyazaki, ou bien par exemple un peu comme Kimi no Na wa, vous voyez, Your Name. Donc franchement je sais pas trop comment vous dire, mais c'était tellement envoûtant. Autant l'histoire elle était un peu tirée par les cheveux des fois, parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe, on est où, pourquoi il habite dans une bibliothèque, enfin en gros il va aller dans une nouvelle ville et il va essayer de vivre dans une bibliothèque et il va rencontrer une femme, enfin c'est trop bizarre ce qui se passe alors qu'il a que 15 ans, et en même temps t'as envie de savoir la suite et t'as envie de savoir ce qui se passe aussi pour le vieux monsieur. D'ailleurs il y a aussi beaucoup de motifs littéraires, puisqu'il me semble qu'il y a une sorte de malédiction oedipienne, donc là j'entre un peu dans les détails, mais en gros on va se rendre compte que c'est bizarre ce qui se passe pour lui, pourquoi il a fui son père, pourquoi il est tombé amoureux d'une certaine femme.
On va voir, on va voir. Mais franchement, voilà, j'ai adoré lire ce livre et je vous le conseille si vous voulez un petit peu découvrir le Japon déjà, si vous avez aimé les films d'animation à la Miyazaki, etc. C'est vraiment le même type d'univers. Je peux que vous conseiller de commencer par ça avant d'entrer vraiment dans les autres livres plus science-fiction par exemple de lui. Celui-là, il est plus littéraire et plus imaginaire. Ensuite, troisième livre, oh là là, le temps presse, le temps presse. Troisième livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Chimamanda Ngozi Adichie Americana. Je vais pas m'étendre là-dessus puisque j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur l'antiracisme et l'écriture féministe. Donc en fait, j'avais un petit peu parlé de cette auteure racisée Chimamanda Ngozi Adichie qui est d'origine nigériane et j'avais un peu parlé de cette histoire vraiment super intéressante de Ifemelu qui va voyager aux États-Unis alors qu'elle vient du Nigeria et de son point de vue en tant que femme africaine d'Afrique et non pas afro-américaine qui vient d'arriver aux États-Unis et qui découvre l'Occident en quelque sorte. Donc je vais pas en dire plus là-dessus, mais en tout cas, si vous aimez vraiment parler d'engagement antiraciste, de féminisme, de femmes racisées, si vous aimez aussi les sujets sociaux sur les milieux sociaux aux États-Unis, les Afro-américains, les rapports de force et les rapports économiques, voilà, et la place de la femme aussi, la femme noire, eh bien, je peux que vous le conseiller. Il est vraiment rapide à lire et puis ça part de plein de choses, hein. Donc franchement, allez-y et je vous le conseille à fond. Ensuite, nous avons terminé avec deux livres que je vais présenter en même temps qui sont vraiment super bien. C'est Juillet au pays et Madame à la campagne de Michel Racoussousson. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo un jour sur la littérature malgache puisque je suis malgache, si vous le saviez pas. Et bien sûr, je suis très attachée à l'écriture malgache et mon sujet de thèse porte sur la littérature malgache, sur Michel Racoussousson. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai annoté énormément ces livres. C'est parce que vraiment, ils me plaisaient beaucoup et c'est aussi pour ma thèse. Alors d'abord, Madame à la campagne, chronique malgache, est super bien. C'est un livre qui parle en fait de Madame Racoussousson qui va revenir en fait à la campagne après avoir vécu en France pendant des années et des années. Elle va revenir vivre à la campagne et en fait elle va habiter vraiment dans un trou paumé à la campagne et elle va un petit peu raconter en fait qu'est-ce qui se passe à la campagne, c'est-à-dire ce qu'elle fait tous les jours, les personnes du village, voilà, elle va un petit peu revenir aux sources en fait, hein, revenir vraiment aux sources. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, c'est que ce livre est super drôle, enfin franchement je crois que j'avais jamais autant ri en lisant un livre de toute ma vie, genre vraiment j'exagère pas, c'est que vraiment en fait ce livre est tellement comique, sarcastique, ironique, en fait à chaque fois elle arrête pas de faire de l'autodérision et du second degré sur sa vie, sur ce qui se passe à Madagascar, sur les personnes qu'on peut avoir à la campagne, enfin bref, elle parle tout le temps de choses comme ça et en fait je me suis reconnue dans tout en fait et c'est ça que j'ai adoré, c'est que vraiment on peut tout de suite s'identifier. Donc si vous êtes malgache, eh bien je vous recommande Madame à la campagne. Franchement vous savez il est tellement petit, il fait voilà 80 pages tout petit, c'est rien du tout, ça se lit mais vraiment en 2 heures, hein. Franchement vous le bouclez, vous lisez ça quelques 10 minutes par jour ou quoi, vous allez le finir en une semaine. Si vous êtes plus comme moi et que vous lisez plus vite, eh bien vous pouvez le lire en 1 heure et c'est bon, c'est bouclé. Franchement moi je vous le conseille à fond et en plus quand même Michel Racoussousson c'est une auteure vraiment super. Je ne fais que découvrir son œuvre de jour en jour, hein, franchement, donc ça j'adore. Donc ça, Madame à la campagne, on se concentre un peu plus sur la campagne, sur la vie à Nebanvoitch, comme on dirait chez nous. Alors que ici, Juillet au pays, c'est un livre sur des chroniques aussi, cette fois-ci, chronique d'un retour à Madagascar, qui est un peu plus dense, un peu plus long, qui fait quand même 270 pages, ah non, 200 pages, mais 200 pages assez longues, hein. Vous voyez, c'est écrit assez gros, c'est écrit assez gros. Mais ce que j'ai adoré en fait dans ce livre, c'est que vous avez des images en fait. Donc ça, c'était vraiment mon livre préféré d'elle, je pense, avec Madame à la campagne, j'ai eu du mal à choisir. Vous avez des images un peu de Madagascar, des images de quartier à Tananarive, voilà, vous avez plein de belles images et surtout vous avez des descriptions de quartier, des descriptions d'ambiance. Vous avez vraiment plein de choses. Donc par exemple, typiquement, l'un des premiers chapitres, moi qui m'a marqué, il s'appelle Ivatu. Ensuite, après, vous avez les chapitres B et vous avez les chapitres Ansa B. Vous avez plein de trucs. Et en fait, ce que j'adore, c'est que ça parle vraiment de tout, pas de tout Madagascar, mais disons en tout cas de la grosse majorité des endroits qu'il y a à Madagascar et des populations malgaches. Donc ça, c'est vraiment très important puisque on a le point de vue des citadins, on a le point de vue des étrangers qui vont venir un peu à Madagascar, on a le point de vue des personnes non malgaches mais qui se considèrent malgaches comme par exemple les Karan, c'est-à-dire les Indiens qui habitent à Mada. On a le point de vue bien sûr des campagnards, on a le point de vue des ouvriers, on a le point de vue de quelqu'un qui est commerçant. Bref, on a les points de vue de plein
plein de personnes et franchement moi ça m'a tout simplement marqué. Il y a des sujets dedans, on parle du Famadi, du rapport avec les morts, on parle de la colonisation, on parle des guerres et des révoltes de la population contre les gouvernements, on parle du communisme avec Ratsirak, on parle de plein de sujets en fait assez tabous, je pense à Mada en plus, où soit c'est tabou, soit c'est tout simplement accepté. D'ailleurs on parle beaucoup de la religion et de la place de Dieu dedans, on parle beaucoup de Anjemanja, de tout quoi en fait. Franchement je pense que ce livre il contient une mine d'informations énorme sur Madagascar, donc si jamais vous passez par là et que vous êtes fan de littérature malgache par exemple, ou de Madagascar tout court, pardon j'ai été coupée, je disais que du coup voilà, vous pouvez bien sûr lire ce livre, il est très accessible au niveau de la compréhension et vraiment au niveau du genre, c'est écrit grand, il y a plein d'images, enfin voilà c'est super bien et c'est vraiment une grosse richesse d'informations. Là en 2021 il est temps un petit peu de reprendre la lecture pour les personnes qui se sont dit qu'elles disons n'avaient rien à faire d'autre, et bien vous avez quoi faire, lire des choses sur Madagascar. Si vous êtes malgache et que vous passez par là, franchement je vous le conseille. Ensuite enfin on va terminer quelques petites dernières minutes pour parler quand même de films qui ont marqué mon année 2020 et qui ont vraiment été très importants pour moi et que je vous conseille de voir. Nous avons tout d'abord les films dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'antiracisme et soyons antiracistes, donc je répète, allez voir ces films, ils ont changé aussi mon point de vue sur plein de choses. Premier film, on a La Voix de la Justice, Just Mercy en anglais, avec Michael B. Jordan qui est vraiment excellent, que je vous conseille si vous voulez en savoir plus sur la question aux États-Unis du racisme et des arrestations des noirs en fait à cause des policiers blancs et des enquêteurs blancs hyper racistes. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est un témoignage limite en fait et c'est inspiré d'un livre qui s'inspire d'une histoire vraie. Donc voilà, ça part de la condamnation à tort d'un homme qui a été accusé alors que en fait c'est juste parce qu'on a vu qu'il correspondait au profil et bim on l'a tout de suite accusé d'avoir tué une femme alors que c'est pas du tout le cas. Ensuite nous avons Tout simplement Noir que je vous conseille vraiment, c'est comme une comédie française mais c'est pas vraiment une comédie hein, c'est vraiment un film engagé de Jean-Pascal Zadi qui est vraiment un film français excellent et qui je trouve aborde la question du racisme en France de manière subtile et en même temps de manière très juste. Donc je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On est en 2021, c'est plus possible d'être raciste, il faut s'informer, s'éduquer et voilà, juste savoir ce qui se passe ici même en France par exemple. Donc Tout simplement Noir, on parle justement de toutes les populations noires, en tout cas en France, le rapport entre eux déjà, entre populations noires, entre elles-mêmes, et aussi après le rapport avec bien sûr la société française. Et ensuite, alors maintenant on va parler d'autres films, pas vraiment en lien cette fois-ci avec la question du racisme, mais qui ont beaucoup aussi été super pour moi en 2020. Ça a été tout d'abord les films, en même temps je les ai mis en ex-aequo, Le Dernier Train pour Busan, Le Dernier Train pour Busan 2, donc qui s'appelle Peninsula, et aussi le film Alive. Donc ce sont deux films cette fois-ci coréens que je vous conseille. Franchement, en 2019, mon film coréen c'était Parasite et jusqu'à présent personne et aucun film ne bat Parasite, hein, on est d'accord. Mais je trouvais que Le Dernier Train pour Busan 2, ex-aequo Alive sont des films sur donc l'apocalypse et les zombies. Hein. Voilà, clairement c'est des films action, suspense, thriller. Et bien j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super bien. Et franchement, la production des films coréens, surtout quand c'est des films d'horreur de zombies là, c'est excellent. C'est limite à côté le cinéma américain, c'est nul. Franchement, donc j'étais obligée de vous mettre ces deux films là puisque Le Dernier Train pour Busan, déjà le 1 il est excellent franchement comme film d'horreur, moi j'ai adoré, le casting et l'histoire est très prenante. De la même manière ici, le 2 Peninsula il est vraiment super bien, les acteurs sont au top et l'histoire elle est encore plus poignante et on a trop envie de savoir ce qui se passe par la suite. Pareil pour Alive, en plus ce que j'ai adoré c'est que ça faisait un peu penser au confinement puisque effectivement Alive ça parle d'un homme qui se retrouve tout seul chez lui et tout ce qu'il y a dehors en fait a été changé en fait tout simplement puisque tout le monde est devenu des zombies et donc il va rencontrer une femme en face qui habite en face de chez lui et ils vont essayer de s'en sortir ensemble. Et donc ce que j'adore aussi c'est le casting, franchement j'adore cet acteur là dans Alive et j'adore Park Shin-hye, franchement c'est mon actrice préférée coréenne, donc ça c'est une de mes actrices préférées en tout cas c'est sûr. Je vous les conseille tous les deux si vous aimez les films pour zombies, au lieu de regarder des films américains là, regardez Dernier Train pour Busan le 1 déjà de base, le 2 et puis donc Peninsula et puis bien sûr regardez Alive. Ensuite nous avons en troisième film Voyage sur la Lune qui a été donc mon film d'animation préféré de 2020, j'ai adoré ce film. Franchement je trouve qu'il est hyper sous-coté alors que moi j'étais à fond dedans, les musiques elles sont superbes, en plus ça nous montre la culture asiatique mais vraiment la culture chinoise pour le coup mais aussi asiatique puisqu'à un moment il y a aussi de la pop et franchement ça fait trop penser à la K-pop, enfin je sais pas comment vous dire mais ce film il montre beaucoup la culture asiatique de manière subtile et en même temps de manière très actuelle et très modernisée. C'est vraiment un film super intéressant en fait et donc ça parle d'une jeune fille qui a perdu
perdu sa maman et qui vit seulement avec son papa, et en fait son papa va se remarier avec une autre femme, et donc elle décide de partir sur la lune pour demander à la déesse de la lune en fait, en quelque sorte, de ramener un petit peu sa mère en fait, et en même temps elle veut demander à la déesse de la lune surtout si l'amour n'existe qu'une seule fois. Est-ce que l'amour peut être de nouveau réel? Elle veut prouver à tout le monde que l'amour n'existe qu'une seule fois et que son père ne doit pas se remarier avec sa belle-mère. Donc ça parle aussi de questions, voilà, vous voyez, très profondes entre guillemets, de questions un peu existentielles et philosophiques. Ça parle de la mort, ça parle du rapport avec la mort, ça parle de l'amour, ça parle du véritable amour, du divorce, des questions très difficiles comme les enfants qui doivent accepter les beaux-parents, etc. C'est vraiment quelque chose, je pense, que tous les enfants devraient regarder, mais aussi tous les adultes. Donc, et puis c'est un film d'animation super bien fait, super mignon, good vibes et tout, donc voilà, j'adore. Et enfin, dernier film, et puis je m'arrêterai parce que j'ai fait que parler. Nous avons Jingle Jungle, qui a été mon film de Noël préféré avec Klaus, hein, parce que bon, faut pas exagérer, Klaus c'est quand même mon film préféré, mais bon, ça fait depuis 2019. Et bien en 2020 il y a eu Jingle Jungle, qui est donc une comédie musicale autour du thème de Noël, mais surtout autour du thème de l'invention et de la magie. Donc en fait c'est l'histoire d'un vendeur de jouets, d'un fabricant de jouets qui a perdu tous ses plans pour fabriquer des jouets, et de son rapport avec sa fille et sa petite fille qui vont essayer finalement de un petit peu refaire naître l'entreprise et retrouver la magie. Ce que j'ai adoré, c'est que déjà c'est une production avec des acteurs noirs, donc franchement afro-américains. Donc bon, je suis désolée, hein, ça fait vraiment la meuf qui cherche ça partout, mais c'était vraiment la première fois que je voyais un film de Noël comme ça. Ouais, je crois que c'est l'un des rares films de Noël, et en plus comédie musicale, film de Noël musical, qui met en avant des personnes noires. Au niveau de la musique, etc., il mettait aussi un peu en avant la culture noire. En anglais on dirait black culture, surtout black culture aux États-Unis. Donc c'est ça que j'ai adoré, c'est que c'est en fait finalement mettre au même rang les noirs avec les blancs, en tout cas dans des époques anciennes, puisque vous voyez ça se passe vraiment il y a très longtemps, hein, donc je n'ai plus de batterie. Voilà, ça se passe il y a très longtemps, le contexte est ancien, et j'aimais bien le fait qu'on montre des héros anciens qui sont noirs et pas seulement des héros anciens et des comédies musicales avec des blancs. Voilà, je vous le conseille à 100%. Bref, je n'ai plus de batterie, je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette longue vidéo. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire vos films, vos dramas et vos séries et vos livres préférés de 2020. N'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne année!